Le soleil de midi brûlait la ville, écrasant les rues de chaleur et de poussière. Les klaxons, les cris, les vendeurs de fortune, tout semblait hurler la misère. Parmi la foule, un homme avançait lentement, tête baissée, chemise froissée, regard vide. Samuel. À 31 ans, il n'avait plus rien à attendre de la vie. Son diplôme d'économie dormait dans une enveloppe tachée d'humidité, coincée dans un vieux sac. Depuis 3 ans, il déposait des dossiers sans jamais recevoir d'appel. Parfois, il s'asseyait seul au bord du trottoir, observant les voitures des puissants, se demandant ce qu'il avait fait de mal. Ce jour-là, il n'avait même pas de quoi payer un repas. Il suivait la foule par réflexe, attiré par le vacarme d'un meeting politique sur la grande place. Des hommes bien habillés hurlaient dans des micros. Le pays a besoin de jeunes courageux. Des hommes prêts à tout pour changer leur destin. Les mots s'enfonçaient dans sa tête comme une mélodie dangereuse. Changer son destin. C'était exactement ce qu'il voulait. Il s'approcha, espérant qu'on distribuait peut-être des formulaires d'emploi ou des promesses de stage. L'un des agents du parti, un homme à la chemise rouge et au regard perçant, le remarqua. « Toi, tu sembles différent, dit-il en s'approchant. Tu cherches une chance, pas vrai ?» Samuel hocha la tête, méfiant. L'homme esquissa un sourire mystérieux. « Alors viens ce soir. À 22h. Là où les hommes deviennent importants. » Les mots sonnèrent comme une prophétie. Samuel sentit quelque chose bouger en lui, un mélange d'excitation et de peur. Était-ce enfin son heure? En rentrant chez lui, il ne parla à personne. Il se rasa, repassa sa seule chemise correcte et attendit que la nuit tombe. Quand l'horloge indiqua 22h, il sortit dans la rue. Le vent chaud soufflait doucement. Il croyait marcher vers sa chance. En réalité, il marchait vers sa perte. Le vent chaud du matin balayait la poussière rouge du village. Entre les cases de terre, un petit garçon pieds nus courait, poursuivant un pneu usé qu'il faisait rouler avec un bâton. Sa mère l'observait de loin, le cœur serré. Samuel n'avait que 6 ans, mais dans ses yeux brillait une étrange détermination. Le rire des autres enfants s'éteignait quand le ventre criait famine. Ce jour-là, son père rentra des champs, le visage couvert de sueur, les mains vides. La terre ne donnait plus rien. La sécheresse avait tué les récoltes, et l'espoir. Le soir, autour du feu, son père parla d'abandonner la ferme. « La terre ne veut plus de nous », murmura-t-il. Samuel, accroupi à côté de lui, écoutait en silence. Sa mère, fatiguée, pleurait doucement. Ce fut la première fois qu'il vit son père pleurer. Cette image ne le quitta jamais. Il jura intérieurement que lui, un jour, changerait leur sort. Même sans force, sans moyens, il voulait apprendre, comprendre, devenir quelqu'un. Dans ce village oublié, l'école était à 3 kilomètres, mais chaque matin, il partait avant le lever du soleil, un sac vide sur l'épaule, porté par un rêve. L'école devint son refuge. Les mots du tableau étaient pour lui comme des trésors. Il aimait la craie, les chiffres, les cartes, les histoires du monde au-delà des collines. Parfois, il observait le maître écrire son nom au tableau, et il se disait qu'un jour, ce serait lui, là, devant les autres. Quand il rentrait le soir, sa mère lui demandait « Que as-tu appris aujourd'hui ?» Il répondait « À devenir un homme ». Mais la pauvreté rongeait tout. Les habits déchirés, les repas sans sel, les moqueries des autres enfants, tout cela forgeait son courage. À 10 ans, Samuel décida qu'il serait le premier de sa famille à obtenir un diplôme. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait vraiment, mais il sentait que l'avenir se trouvait derrière les livres. Il aidait son père au champ le matin, étudiait à la lampe à pétrole le soir. Quand le maître d'école lui offrit un vieux dictionnaire, il le serra contre sa poitrine comme un trésor sacré. Ses parents, malgré la misère, croyaient en lui. « Un jour, tu nous sortiras d'ici », disait sa mère. Ces mots étaient devenus son carburant, sa foi. Les saisons passaient, la pauvreté restait, mais Samuel grandissait avec la conviction que la connaissance était plus forte que la malédiction. À 12 ans, il obtint une bourse pour rejoindre la ville et poursuivre ses études. Le jour de son départ, son père lui remit une paire de sandales en cuir, la seule chose de valeur qu'il possédait. « Marche droit, mon fils.
Même dans la poussière. Samuel monta dans le vieux camion qui quittait le village, le cœur lourd et les yeux pleins d'espoir. Il ne savait pas encore que la ville allait lui voler plus qu'elle ne lui donnerait. Le bus crachait de la fumée noire en entrant dans la ville. Samuel, 13 ans, serrait contre lui un petit sac en tissu et le vieux dictionnaire offert par son maître. Autour de lui, tout semblait immense, les immeubles, les voitures, les visages pressés. Ce n'était plus la poussière du village, c'était une jungle de béton. Le pensionnat l'accueillit avec un lit en fer tordu et un repas froid. Mais il n'en demanda pas plus. Il était venu pour apprendre, pour vaincre. Chaque matin, il répétait devant le miroir fêlé, « Un jour, je réussirai ». Les études devinrent un combat. À 16 ans, il étudiait la nuit, le ventre vide, éclairé par une lampe empruntée. Ses camarades moquaient ses habits usés, sa diction de villageois. Mais Samuel ne répondait jamais. Il copiait, révisait, s'accrochait. À 18 ans, il fut le seul du pensionnat à obtenir le baccalauréat avec mention. Ce jour-là, le proviseur lui serra la main et dit « Tu iras loin, garçon ». Ces mots l'enflammèrent. Il crut que la vie venait enfin de lui sourire. Mais à l'université, il découvrit une autre pauvreté, celle du système et de la corruption. Les amphithéâtres étaient bondés, les professeurs absents, les cours vendus sous la table. Samuel refusait de payer pour passer. Il croyait encore en la justice, en la valeur du mérite. Il nettoyait des boutiques pour payer ses manuels, mangeait une fois par jour, dormait parfois dans la bibliothèque. La solitude devint son unique ami. Il observait les enfants de ministres, leurs voitures, leurs montres, leurs fêtes. Parfois, il se demandait si l'intelligence suffisait vraiment pour réussir dans ce pays. Mais à chaque fois qu'il doutait, il se souvenait du regard de sa mère et reprenait courage. À 23 ans, il créa un petit groupe d'études pour aider d'autres étudiants pauvres. Ensemble, ils révisaient tard dans la nuit, partageant un même rêve, obtenir ce diplôme coûte que coûte. Les années s'enchaînèrent dans la fatigue et la foi. À 27 ans, après 6 années d'université, il décrocha enfin son master en économie du développement. Le jour de la remise des diplômes, il pleura discrètement. Il voyait déjà sa vie changer, un bon emploi, une maison, la fierté de ses parents. Il se voyait comme un symbole d'espoir. Il ignorait encore la lente descente qui l'attendait. Le soir de sa graduation, Samuel appela son père. « Papa, j'ai réussi. » De l'autre côté du fil, son père pleurait de joie. Mais les mois passèrent, puis les années, sans qu'aucun bureau ne l'appelle. Les promesses d'embauche se perdaient dans le silence. Chaque matin, il relisait son diplôme, comme pour se convaincre qu'il existait encore. Les voisins commençaient à murmurer, « Il a beaucoup étudié, mais à quoi ça sert ?» La honte s'installait lentement. Samuel n'était plus un élève courageux, mais un diplômé oublié. Et dans ce vide, la colère commençait à naître, une colère prête à tout brûler. Le matin, Samuel se tenait devant la station de lavage, un seau à la main, les pantalons retroussés. L'eau sale glissait entre ses doigts pendant qu'il nettoyait les motos des autres. Le vacarme des moteurs couvrait les moqueries des jeunes du quartier. Le grand diplômé est devenu laveur de pneus. Il souriait pour cacher la honte, mais à l'intérieur, tout se brisait. Chaque soir, il rentrait dans sa petite chambre en tôle, le dos mouillé, le ventre vide. Son diplôme, roulé dans un sac plastique, dormait sous le lit, symbole inutile d'un rêve trop cher. Il avait tout tenté. Des dizaines de dossiers déposés dans les ministères, les entreprises, les banques. Toujours le même silence. Ou parfois une phrase, sans contact, impossible. Les plus chanceux payaient des pots de vin. Lui n'avait pas les moyens. Un jour, dans un entretien, un directeur lui demanda. « Tu as étudié pourquoi ? Pour finir dans la rue ?» Ces mots le blessèrent profondément. Ce soir-là, Samuel jeta son costume dans la poubelle. Il marcha longtemps dans les ruelles poussiéreuses, jusqu'à s'asseoir sur un trottoir. Il ne pleura pas. Il n'en avait plus la force. La colère monta lentement, comme une fièvre. Il évitait les anciens camarades. Certains travaillaient à la télévision, d'autres vivaient à l'étranger. Lui, il n'avait même plus de téléphone fonctionnel.
Chaque fois qu'il voyait un politicien promettre des emplois pour la jeunesse, il éteignait la radio. Ses discours lui donnaient la nausée. Ses parents, au village, lui demandaient encore « Et le travail, mon fils ?» Il répondait toujours « Bientôt ». Mais le mot « bientôt » sonnait faux. À 30 ans, il ne croyait plus en la justice. Il commençait à croire que, dans ce pays, seuls les menteurs s'en sortaient. Samuel devint un homme sans repère. Il faisait des petits boulots, porteur au marché, gardien de nuit, coursier pour des commerçants. Chaque franc gagné était une victoire. Mais le soir, il fixait le plafond et se demandait « Pourquoi ai-je étudié ?» Sa rage se changeait parfois en prière, parfois en silence. Un après-midi, alors qu'il errait sans but, il vit la foule d'un meeting politique. Des pancartes, des chants, des promesses. Il s'arrêta, intrigué. Sur la banderole, il lut « Le courage ouvre toutes les portes ». Ces mots le touchèrent. Peut-être que la sienne allait enfin s'ouvrir. Sous un soleil brûlant, Samuel se mêla à la foule, curieux, hésitant. Des hommes distribuaient des tracts, d'autres prenaient des noms. Sur l'estrade, un orateur criait « Les jeunes braves auront leur place parmi nous ». Samuel sentit un frisson le traverser. Était-ce un signe ? Un homme à la chemise rouge le remarqua, lui serra la main, et dit calmement « Reviens ce soir, à 22h. Il y a une opportunité pour toi. » Ce mot « opportunité » sonna comme une lumière dans sa nuit. Il ignorait que, ce soir-là, il allait franchir la ligne qui ne se traverse qu'une fois. La nuit était lourde. L'air, immobile. Samuel marchait vers le lieu indiqué, une vieille bâtisse au fond d'une ruelle sans éclairage. À chaque pas, il sentait son cœur battre plus fort. Il pensa à sa mère, à sa promesse de réussir, puis à la faim qui le rongeait depuis des jours. À 22h précises, il frappa à la porte. Un homme grand, vêtu de noir, lui ouvrit sans un mot. À l'intérieur, une lumière rouge vacillait. 3 personnes étaient assises, un dossier sur la table. « Tu veux changer ta vie ?» demanda l'un d'eux. Samuel hocha la tête, tremblant. Le chef du groupe, un homme au regard froid, prit la parole. « Nous testons les vrais courageux. Tu veux ta chance ? Fais cette mission. » Il ouvrit le dossier et en sortit une photo, celle d'une jeune fille. « Elle est morte. Tu dois aller chercher son corps à la morgue et le livrer à la maison du président du parti avant l'aube. » Samuel sentit ses jambes faiblir. Il crut mal entendre. « C'est une blague » murmura-t-il. L'homme répondit calmement. « Non. C'est 10 millions de francs pour toi. Ce soir. » Le silence fut total. Même sa respiration lui faisait peur. Samuel resta figé, incapable de parler. Son esprit se mit à tourner. 10 millions. De quoi nourrir sa famille pendant des années, rembourser ses dettes, changer de vie. Mais, un cadavre ? Il pensa à la morgue, à l'odeur de la mort, à la peur. Puis il pensa à ses années d'humiliation, à tous ces bureaux où on l'avait méprisé. Courageux, avait dit l'homme. C'était peut-être cela, le vrai courage, affronter l'impossible pour survivre. Ses mains tremblaient. La honte l'étouffait déjà, mais la faim parlait plus fort que sa conscience. Alors, il répondit doucement, « J'accepte. » Ils lui donnèrent une enveloppe avec la moitié de la somme. Le reste, à la livraison. Il sortit dans la nuit, le cœur battant. La morgue se trouvait à la sortie de la ville, gardée par un vieil homme qu'il connaissait vaguement. Samuel s'approcha, cherchant ses mots. « Frère, j'ai besoin d'un service. » Le gardien fronça les sourcils. Il parla longtemps, expliqua le marché, l'argent, la promesse. Au début, l'homme refusa, puis ses yeux changèrent quand il vit les billets. Vers 4h du matin, le portail grinça. Un corps, couvert d'un drap blanc, sortit dans une brouette silencieuse. Le trajet fut interminable. Samuel conduisait la moto-tricycle, jetant des regards affolés derrière lui. Le drap bougeait parfois avec le vent, dévoilant un bras pâle. Il évitait de regarder. Devant la maison du président, 2 hommes l'attendaient. Ils prirent le corps sans un mot, déposèrent une valise dans ses mains. En l'ouvrant,
il vit la liasse d'argent, plus vrai que tout. 10 millions. Ses jambes tremblaient. Bienvenue parmi les braves, dit l'un d'eux avec un sourire. Sur le chemin du retour, Samuel sentit quelque chose mourir en lui. Il venait d'acheter son premier silence. Le premier matin après la mission, Samuel n'avait pas fermé l'œil. Chaque bruit dehors le faisait sursauter. Mais à 9 heures, un message arriva, mission validée. Rendez-vous ce soir. Il crut rêver. Quand il se présenta, on lui remit une autre enveloppe. Aucun mot, juste des billets et un signe de tête. Ainsi commença sa nouvelle vie. Les nuits suivantes, il retourna plusieurs fois à la morgue, toujours avec le même gardien. Ce qu'il avait autrefois fait trembler devint peu à peu un simple travail. Les cadavres entraient, sortaient. Le silence devint son uniforme. Un soir, le chef du parti l'invita dans une villa luxueuse, en périphérie de la ville. « Tu as prouvé ton courage, lui dit-il. Désormais, tu travailleras directement pour nous. » Samuel, mal à l'aise, observa la salle, portraits de dirigeants, vins importés, hommes en costume. Sur la table, un dossier. Transfère ce paquet à l'aube, ne pose pas de questions. Il obéit. Les missions se multiplièrent, livraisons nocturnes, gardes silencieuses, disparitions étranges. Chaque fois, la récompense doublait. Et chaque fois, sa conscience se taisait un peu plus. Le pouvoir l'entourait. Il s'y habituait. Samuel se sentait important, enfin utile. Les gens du quartier le saluaient avec respect. Il s'achetait de nouveaux habits, offrait de l'argent à ses parents. Notre fils a réussi, disait fièrement sa mère. Mais chaque nuit, il revoyait les visages des morts, les draps blancs, le sang séché. Alors il se levait, allumait la télévision et montait le volume pour couvrir les voix de sa conscience. Le gardien, devenu son complice, plaisantait parfois. « On fait juste notre travail, frère. » Samuel souriait, mais à l'intérieur, il savait, leur travail ne ressemblait plus à celui des hommes. À 33 ans, il fut invité à une réunion privée du parti. C'était la première fois qu'on lui permettait de s'asseoir à la même table que les puissants. Les discussions portaient sur des projets politiques, mais il sentait que d'autres choses se cachaient derrière. Un soir, un responsable lui dit : « Dans notre cercle, le courage est la seule monnaie. Ceux qui doutent meurent pauvres. » Cette phrase resta gravée en lui. Il se jura de ne plus jamais douter. De simple exécutant, il devint logisticien, homme de confiance. Plus il obéissait, plus il gagnait. Les années passèrent vite. L'argent s'accumulait, le confort aussi. Mais à chaque aube, le silence du passé revenait lui murmurer : « Tu sais d'où vient tout ça ? » Un soir, alors qu'il garait sa voiture neuve devant chez lui, il reçut un appel du président du parti. Sa voix était calme, posée, presque paternelle. « Samuel, je te vois. Tu montes bien. J'aimerais te rencontrer, seul. » Son cœur battit fort. Une invitation directe du président ? C'était l'honneur suprême. Il ne se doutait pas que ce rendez-vous allait lui faire payer, pour la première fois, le vrai prix du courage. Les nuits étaient devenues longues et sans sommeil. Samuel se couchait dans ses draps de soie, mais la paix refusait de venir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait des visages sans vie, des draps blancs soulevés par le vent. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, persuadé qu'on l'observait. Le matin, il enfilait ses costumes coûteux, se parfumait, souriait au miroir, mais son reflet ne lui répondait plus. Autrefois croyant, il priait encore, mais les mots semblaient creux. Dieu s'était tu. Le luxe avait remplacé la foi, et l'argent n'effaçait pas les ombres. Un soir, alors qu'il dînait seul dans sa maison éclairée au néon, la télévision diffusa une nouvelle. Une jeune fille disparue, le corps retrouvé près d'une villa appartenant à un membre du parti. Samuel sentit le sang se retirer de son visage. Ce corps, ce dossier, il se souvenait l'avoir transporté 2 semaines plus tôt. Son assiette resta intacte. Il éteignit la télévision et resta longtemps immobile, les yeux dans le vide. Pour la première fois depuis longtemps, la peur revint, pas celle d'être découvert, mais celle de se regarder dans un miroir et de ne plus se reconnaître. Les jours suivants, il perdit l'appétit.
Les voitures, les montres, les regards admiratifs, tout lui semblait inutile. Il essayait de prier, mais chaque mot tombait dans le vide. Quand il passait devant une église, il s'arrêtait, sans jamais entrer. « Seigneur, pardonne-moi » murmurait-il parfois, sans savoir si quelqu'un l'écoutait encore. Le gardien de la morgue, lui, continuait les affaires. « Frère, faut pas penser. On fait juste ce qu'on nous demande. » Samuel ne répondait plus. Il savait que penser, c'était souffrir. Alors, il apprit à sourire en public et à mourir lentement en silence. Pour fuir ses cauchemars, Samuel se jeta dans le travail du parti. Il devint plus efficace, plus obéissant, plus froid. Chaque mission était exécutée sans émotion, chaque ordre suivi sans question. Il finissait par inspirer la crainte et le respect. Certains disaient qu'il avait le courage des élus. Mais derrière cette façade, il ne restait qu'un homme vidé. Une nuit, il jeta ses vieux cahiers d'étudiant dans le feu. Les flammes dévoraient ses souvenirs. « Je ne suis plus celui que j'étais » murmura-t-il. Et dans ce murmure, il enterra le dernier morceau d'innocence qui lui restait. À 36 ans, un appel changea encore le cours de sa vie. C'était le président du parti, cette fois directement. Sa voix, douce mais autoritaire, lui dit : « Samuel, j'ai observé ton dévouement. Tu es prêt pour la prochaine étape. » Il ne demanda pas de détails. Le président ajouta seulement : « Viens à minuit. » Seul. Samuel resta silencieux un instant. Son cœur battait fort, sans qu'il sache pourquoi. Cette voix avait toujours eu sur lui une étrange emprise. Il regarda sa montre, soupira, puis murmura : « Peut-être que cette fois, je saurai enfin pourquoi je vis. » Le téléphone vibra encore. Et minuit. Résidence privée. Samuel regarda l'heure, 23h17. Depuis l'appel, il n'avait cessé de tourner en rond, partagé entre fierté et appréhension. Le président du parti voulait le voir seul. Était-ce une récompense ? Une promotion ? Une mise à l'épreuve ? Il enfila son plus beau costume, se parfuma et se regarda dans le miroir. Son reflet lui sembla étranger. Il monta dans sa voiture. La route était vide, le ciel sans lune. Devant la villa, 2 gardes ouvrirent la porte sans un mot. L'air sentait l'encens et la peur. À l'intérieur, tout brillait. Des rideaux de velours, des bougies allumées, une musique douce. Le salon était désert, mais une voix, au loin, l'appela. « Entre, Samuel. » Il suivit le son, traversa un couloir jusqu'à une grande chambre. Le président était là, assis sur le lit, vêtu d'une longue tunique blanche. Sur la table, 2 verres, du vin rouge, des fruits. Le parfum lourd remplissait la pièce. Samuel hésita sur le seuil. « Pourquoi m'avoir fait venir, Excellence » demanda-t-il. Le président sourit lentement, presque tendrement. « Parce que tu as su obéir. Et ce soir, tu vas recevoir ta vraie récompense. » Le cœur de Samuel se mit à battre si fort qu'il en eut le vertige. Quelque chose n'allait pas. Cette atmosphère, ces bougies, ce regard. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Le président se leva, s'approcha lentement, posa une main sur son épaule. « N'aie pas peur. Ce que tu ressens, c'est le passage. Ce soir, tu deviens des nôtres. » Samuel recula d'un pas, le souffle court. Il se sentait piégé, mais aussi étrangement fasciné. Une part de lui criait de fuir, l'autre voulait croire qu'il s'agissait d'un rituel de pouvoir. L'ambition étouffait la prudence. Le président s'approcha encore, sa voix plus grave. « Saisis ta chance, Samuel. Les portes ne s'ouvrent qu'une fois. » Il lui tendit un verre. Samuel hésita, puis but, les mains tremblantes. Le vin avait un goût amer. Tout devint flou, la musique, la lumière, les gestes. Il sentit la chaleur du corps du président, la main sur sa nuque, les bougies qui vacillaient. Son esprit criait non, mais son corps ne lui obéissait plus. Il ferma les yeux, persuadé qu'il scellait son destin. Cette nuit-là, il ne sut plus distinguer la gloire du sacrifice. Le lendemain matin,
la lumière du jour filtrait à travers les rideaux rouges. Samuel se réveilla lentement, le corps lourd, l'esprit vide. À côté de lui, le président, torse nu, fumait calmement un cigare. « C'est bon, dit-il en souriant. Tu as tout donné. Maintenant, tout appartiendra. » Samuel se leva, titubant, honteux, perdu. Ses vêtements étaient éparpillés au sol, son âme, brisée. Il sortit sans un mot, l'odeur du parfum encore sur sa peau. Dehors, le soleil brûlait. Il venait d'obtenir ce qu'il avait toujours voulu, être remarqué. Mais à quel prix? Le matin, la chambre baignait dans une lumière pâle. Samuel ouvrit les yeux lentement, la tête lourde, le corps engourdi. Le drap glissa de ses épaules, révélant sa nudité. Sur le fauteuil, le président, vêtu d'une simple chemise, le regardait en silence. Entre eux, un silence insupportable. « Tu as tout donné, Samuel, dit-il calmement. Et maintenant, tu auras tout. » Samuel voulut parler, mais sa gorge était sèche. Il sentait encore sur sa peau le parfum, la chaleur, la honte. Dans ses yeux, il n'y avait ni triomphe ni reconnaissance, juste un vide infini. Le président se leva, s'approcha lentement. Il posa une main sur son visage. « Ne t'inquiète pas. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est que le passage. Le pouvoir demande un sceau, et tu viens de recevoir le tien. » Samuel baissa la tête. Un sentiment de dégoût monta en lui, violent, irrépressible. Il voulait crier, vomir, disparaître. Mais la voix du président résonna encore. « À partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra t'arrêter. » Une enveloppe épaisse tomba sur le lit. « Ceci n'est qu'un début. » Samuel regarda l'argent sans oser le toucher. Il avait envie de pleurer, mais aucune larme ne venait. En quittant la maison, le soleil lui brûlait le visage. Chaque pas lui donnait l'impression de traîner une chaîne invisible. Il marchait sans but, le regard perdu, incapable de respirer normalement. Les gens qu'il croisait semblaient le fixer, comme s'il savait. Il s'arrêta devant un miroir de vitrine, son visage paraissait plus vieux, plus terne. « Que ai-je fait » murmura-t-il. Mais aussitôt, une autre voix, froide, intérieure, répondit. « Tu as choisi. » Cette phrase resta dans sa tête comme une malédiction. Il se sentait sale. Et pourtant, une part de lui savourait déjà la promesse d'un trône invisible. Les jours suivants furent étranges. Les responsables du parti vinrent le féliciter. Son nom circulait dans les hautes sphères. On lui promit un poste, une voiture, une maison. Le président, lui, l'appelait « mon fils ». Samuel souriait, jouait le jeu, mais la nuit, il revivait la scène. Il se réveillait en sueur, hurlant sans bruit. Pour apaiser ses pensées, il se jeta dans le travail, dans les réunions, les signatures, les discours. Plus il parlait du changement, plus il se sentait menteur. Et quand il croisait son reflet, il voyait un homme qu'il ne reconnaissait plus. Un matin, en entrant dans le siège du parti, il aperçut le président entouré de journalistes. Leur regard se croisa. Le chef du parti lui adressa un sourire complice, discret, presque tendre. Samuel sentit son cœur se serrer. Tout le monde le regardait désormais comme un homme puissant. Mais lui savait. Il portait un secret qu'aucune richesse ne pourrait laver. Ce soir-là, il rentra chez lui, s'assit dans le noir et murmura. « Si c'est ça le pouvoir, alors je suis déjà mort. » Mais au fond de lui, une voix glaciale chuchota. « Non, Samuel. Ce n'est que le commencement. » 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit maudite. Samuel était devenu une figure publique, porte-parole du parti, conseiller politique, homme d'influence. Son visage s'affichait dans les journaux, ses discours faisaient vibrer les foules. Les gens l'appelaient « Monsieur le stratège », les médias « le prodige du renouveau ». Partout où il passait, on lui ouvrait les portes. Mais derrière les sourires et les applaudissements, il y avait le silence de la nuit, le souvenir du drap rouge. Chaque fois qu'il serrait la main du président, son ventre se nouait. Son âme criait, mais personne ne l'entendait. Le luxe s'installa dans sa vie. Une villa, des voitures, des voyages, des habits sur mesure. Les voisins disaient « Dieu l'a béni ».
Mais Dieu, Samuel ne le sentait plus. Il se surprenait parfois à fixer le plafond de sa chambre, le verre de whisky à la main, attendant une réponse qui ne venait jamais. Il essayait d'aimer, sans y parvenir. Aucune femme ne restait longtemps, il fuyait leur regard comme on fuit la vérité. Un soir, dans un rêve, il revit la main du président sur son visage. En se réveillant, il pleura pour la première fois depuis des années. La culpabilité le rongeait, mais il la camouflait derrière un masque de puissance. Il apprit à parler fort, à marcher droit, à ne jamais trembler. Le peuple l'admirait. Mais la nuit, quand les caméras s'éteignaient, il se tenait devant le miroir et murmurait. « Tu n'es qu'un pantin. » Parfois, il croyait voir son reflet bouger avant lui, comme si une autre présence vivait à l'intérieur. Les cauchemars revinrent, plus sombres, plus précis. Des mains invisibles l'étouffaient dans son sommeil. Et chaque matin, il remettait son costume et recommençait à jouer le rôle de l'homme fort. Pour étouffer sa honte, Samuel plongea plus profondément dans le pouvoir. Il soutenait des lois injustes, signait des contrats douteux, fermait les yeux sur tout. Chaque faute renforçait son influence. Il s'habituait à mentir. C'est le prix de la grandeur, se répétait-il. Le président, fier de lui, le présentait comme son fils spirituel. Dans les réunions secrètes, les autres membres l'écoutaient religieusement. Samuel sentait qu'il dominait enfin quelque chose, mais plus il montait, plus le vide s'élargissait. Il ne riait plus. Même l'argent n'avait plus de goût. La gloire avait remplacé Dieu, mais elle n'apportait aucune lumière. Un soir, lors d'un grand gala, alors qu'il recevait un prix honorifique, Samuel vit le président l'applaudir au premier rang. Leurs regards se croisèrent. Un sourire discret, complice, se dessina sur les lèvres du vieil homme. Samuel sentit une sueur froide descendre le long de son dos. Le passé ne dormait jamais. Quand la cérémonie prit fin, le président s'approcha et lui murmura. « Et tu as tenu ta promesse. Mais tu veux plus, n'est-ce pas ?» Samuel baissa les yeux, troublé. Oui, il voulait plus, la place du président lui-même. Et cette ambition allait rouvrir la porte des ténèbres. À 41 ans, Samuel croyait que plus rien ne pouvait lui résister. Il parlait devant des foules immenses, son visage placardé sur des affiches, sa voix répétée dans les radios. Les gens scandaient son nom, et ce son le grisait. Chaque cri de la foule lui donnait l'illusion d'être invincible. Mais dans son regard, on pouvait lire une fièvre étrange, celle d'un homme qui n'avait plus de limites. Un soir, alors qu'il observait la ville depuis son balcon, il murmura. « Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas le trône lui-même ?» Cette idée ne le quitta plus. Lors d'une réunion secrète, Samuel osa le dire à voix haute. « Le pays a besoin d'un renouveau. Et si je devenais le visage de ce changement ?» Un silence glacé tomba dans la salle. Les autres membres échangèrent des regards nerveux. Le président, assis au bout de la table, leva lentement les yeux vers lui. Son sourire était calme, presque paternel. « Tu veux donc me succéder ?» Samuel sentit un frisson. Mais au lieu de reculer, il hocha la tête avec assurance. « Oui, Excellence. Je pense que mon heure est venue. » Le président éclata d'un rire bref, étouffé. Depuis ce jour, Samuel vécut comme un homme poursuivi par son propre reflet. La nuit, il rêvait de couronnes, de drapeaux, de foules en délire. Mais parfois, au milieu du rêve, le président apparaissait, vêtu de blanc, murmurant. « Tu n'as pas payé ta dette. » Alors, Samuel se réveillait en sursaut, le souffle court. Le matin, il reprenait son sourire public, mais son regard se vidait. Il consultait des marabouts, des pasteurs, des astrologues. Chacun lui promettait la victoire, mais aucun ne pouvait calmer cette peur muette. Celle d'avoir bâti sa vie sur un pacte qui respirait encore. Aveuglé par son orgueil, Samuel lança discrètement sa campagne. Des affiches, des réunions, des promesses de renaissance nationale. Il rassembla les jeunes, les déçus, les ambitieux. Son discours séduisait. Mais au sommet du parti, le président observait, silencieux. Un soir, il l'appela. « Si tu veux le pouvoir, viens me voir à minuit. Tu connais la route. » Le ton était calme, presque affectueux.
Samuel crut y entendre une bénédiction, pas une menace. Il se prépara soigneusement, mit son plus beau costume. Cette fois, il ne doutait plus. Il allait enfin obtenir ce qu'il croyait mériter, la présidence. Peu avant minuit, Samuel se regarda dans le miroir. Ses yeux étaient cernés, sa peau pâle. Il murmura. Tout ce que j'ai, je le dois à lui. Tout ce que je veux, il me le donnera encore. Puis il sortit dans la nuit. Le vent soufflait doucement, chargé d'une odeur d'orage. La résidence du président brillait au loin, éclairée par des torchers. Les gardes le laissèrent passer sans un mot. Il entra, le cœur battant. Dans la grande salle, ils étaient tous là, les visages du parti, le président au centre. Samuel ne savait pas encore qu'il venait sceller sa fin. Samuel, approche. Sa voix résonna doucement, presque tendre. Samuel avança, le cœur battant, sans remarquer que les portes se refermaient derrière lui. Un frisson parcourut son dos. L'air était étrange, épais, presque étouffant. Il observa la pièce, les rideaux tirés, les visages graves, la musique faible en arrière-plan. Personne ne parlait. Le président se leva lentement. « Tu te souviens de la première fois que tu es venu ici ?» Samuel hocha la tête, gêné. « Et tu avais peur. Mais cette nuit-là, tu as prouvé que tu étais prêt à tout. Ce soir, tu vas prouver que tu le es encore. » Samuel voulut demander ce qu'il entendait par là, mais aucun son ne sortit. Son instinct criait, mais sa fierté l'empêchait d'écouter. Le président fit un signe discret. Les silhouettes s'approchèrent lentement, encerclant Samuel. « Vous êtes mes témoins, dit-il calmement. Cette nuit, il passe au rang suprême. » Samuel tenta de sourire, mal à l'aise. « Je ne comprends pas, Excellence. » Mais sa voix tremblait. Le président posa une main sur son épaule, son regard froid. « Ne cherche pas à comprendre. Tu as voulu le pouvoir. Tu l'auras. » Une sueur froide coula sur sa tempe. Il voulait reculer, mais deux mains se posèrent déjà sur lui. La pièce sembla se resserrer. L'air devint lourd comme une malédiction. Samuel sentit son cœur battre plus vite, son souffle se couper. Le président recula d'un pas, leva la main. Éteignez les lumières. La pièce s'assombrit. Un parfum d'encens et d'alcool emplit l'air. Dans l'obscurité, il distingua seulement des ombres qui bougeaient autour de lui. « Excellence » appela-t-il d'une voix faible. Aucune réponse. Puis un rire bref, glacé, traversa la salle. Samuel comprit que quelque chose n'allait pas. Il pensa à fuir, mais trop tard. Des mains l'attrapèrent violemment, le plaquèrent au sol. Et au milieu du vacarme, une phrase résonna dans le noir. « Le trône réclame son tribut. » L'obscurité s'abattit comme une chape sur la salle. Samuel n'entendait plus que le martèlement de son cœur. Des murmures flottaient autour de lui, comme des prières anciennes. Puis, un cri étouffé, un rire bas, des pas qui se rapprochaient. Les mains sur lui se multiplièrent, dures, froides, anonymes. Il tenta de se débattre, mais ses forces le trahirent. Son esprit se fragmentait entre la peur et l'incrédulité. « Excellence, pourquoi » souffla-t-il dans le noir. Une voix répondit, calme et tranchante. « Parce que tu as voulu être des nôtres. Et ici, rien ne se reçoit sans se donner entièrement. » La lumière vacilla, laissant apparaître des visages figés, des regards sans pitié. 10 hommes se tenaient autour de lui, vêtus de noir, le symbole du parti brodé sur la poitrine. Le président observait la scène, impassible, un verre à la main. Samuel cria, mais le son se perdit dans la musique sourde qui s'éleva soudain, un battement de tambour, lent et hypnotique. La pièce tournait, l'air manquait, le monde se rétrécissait. Il comprit enfin, ce pouvoir qu'il avait tant désiré n'était pas une couronne, mais une chaîne. Et chaque maillon portait le nom d'un sacrifice. Samuel ne savait plus où il était. Son corps ne lui appartenait plus, son esprit flottait dans un brouillard rouge. Les visages se mêlaient, les voix se confondaient. Il chercha un souvenir heureux pour s'y accrocher, le rire de sa mère, la voix de son père, mais tout s'effaçait. Il se sentit glisser dans une sorte d'abîme intérieur.
là où résonnaient ses propres mensonges. Il vit défiler sa vie, les cadavres, l'argent, les discours, les promesses creuses. Et une phrase revint, claire comme une lame. Tu as vendu ton âme pour un trône de cendres. La douleur devint lointaine, presque abstraite. Il n'avait plus de force pour lutter. Son esprit se détacha lentement, observant la scène d'en haut, comme si son âme s'était déjà enfuie. Les hommes continuaient, mécaniques, sans émotion. Le président leva les yeux vers lui, un sourire étrange au coin des lèvres. Repose-toi, Samuel. Le pouvoir ne se partage pas, il se consomme. Ces mots furent les derniers qu'il entendit clairement. Le reste se perdit dans un mélange de souffles, de cris étouffés, de musique et de silence. Puis plus rien. Un vide. Une paix froide. L'aube se leva sur la ville. La résidence était silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Sur le sol de marbre, les bougies s'éteignaient une à une. Dans une pièce adjacente, un drap blanc recouvrait un corps immobile. Le président observa un instant, puis tourna le dos sans émotion. Qu'on s'occupe de lui. 2 hommes emportèrent le corps. Dehors, les oiseaux chantaient déjà. Pour le monde, Samuel restait un homme puissant. Mais dans cette maison, il venait de disparaître comme disparaissent tous ceux qui ont cru que le diable offrait sans reprendre. Le néon clignotait au plafond, émettant une lumière blafarde. L'odeur de désinfectant et de médicaments emplissait la chambre. Sur le lit, Samuel respirait difficilement, relié à des tuyaux et des machines qui sonnaient par intermittence. Sa peau avait perdu toute couleur, son corps semblait plus petit, presque brisé. Les médecins disaient qu'il ne passerait pas la nuit. Personne ne savait vraiment ce qui lui était arrivé. Officiellement, une crise cardiaque. Officieusement, personne n'osait poser de questions. Une infirmière priait en silence près de lui, troublée par la tristesse de cet homme qu'elle voyait pleurer dans son sommeil. Vers minuit, Samuel ouvrit les yeux. Son souffle était court, mais son esprit, étrangement lucide. Il ne sentait plus son corps, seulement une lourdeur dans la poitrine. Il tourna la tête vers la fenêtre, la pluie tombait doucement. Dans la vitre, il crut voir son reflet enfant, celui du petit garçon au dictionnaire et aux sandales de cuir. Une larme roula sur sa joue. « J'ai voulu trop briller », murmura-t-il. L'infirmière se pencha vers lui, émue. Il essaya de parler encore, mais sa voix n'était qu'un souffle. « Et dis-leur, à ma mère, dis-leur que j'ai voulu trop briller. » Dans sa tête, les images défilaient. La ferme de son père, le sourire de sa mère, les soirs d'études à la lampe, la première mission, le drap blanc, la honte, les discours, le pouvoir. Tout se mélangeait, comme si sa vie entière se condensait en un seul film muet. Il entendait des voix lointaines, les cris de la foule, le rire du président, les pleurs de sa conscience. Il tenta de prier. « Seigneur, si tu m'écoutes encore. » Mais les mots se perdirent dans un silence immense. Alors il cessa de parler, ferma les yeux, et écouta simplement son cœur battre pour la dernière fois en homme libre. L'infirmière appela discrètement le médecin. Mais Samuel fit un geste faible de la main, leur demandant de le laisser tranquille. Il ne voulait plus lutter. Il voulait seulement partir en paix. Ses lèvres bougeaient encore, répétant sans cesse. « Pardonne-moi, maman. » Il regarda le plafond, puis la fenêtre. Une brise entra, légère, presque divine. Son regard se perdit dans le vide, mais un sourire doux se dessina sur son visage. Il eut l'impression d'entendre la voix de sa mère, quelque part loin, lui dire « Reviens à la maison, mon fils. » Alors, il laissa enfin le silence l'emporter. Quelques heures plus tard, la pluie s'était arrêtée. La machine émit un long bip continu. Le médecin s'approcha, vérifia le pouls, puis couvrit le corps d'un drap blanc. L'infirmière resta là, le cœur serré. Sur la table de chevet, un carnet était posé. À l'intérieur, une seule phrase écrite d'une main tremblante. « Dis-leur que j'ai voulu trop briller. » Le soleil commençait à se lever. Dans les couloirs de l'hôpital, tout redevenait calme. Personne ne savait qu'à cet instant, un empire d'ombre venait de perdre son plus fidèle serviteur. Et quelque part, une mère allait bientôt apprendre que son fils venait de rentrer.
La nouvelle tomba au matin, mort de Samuel N., figure montante du parti. Les journaux parlèrent d'un malaise cardiaque, les chaînes d'information d'une mystérieuse disparition. Mais sur les réseaux, la rumeur prit feu. Des vidéos floues commencèrent à circuler. On y voyait un homme à moitié conscient, entouré d'ombres, des rires, des murmures. Les commentaires pleuvaient. Voilà les vrais visages du pouvoir. Il a eu ce qu'il méritait. La vérité n'importait plus. Samuel, déjà mort, devenait un sujet de moquerie, un divertissement pour ceux qui l'avaient voulu impressionner. 3 jours après son enterrement, un blog anonyme publia des extraits plus clairs encore. Le corps brisé, la honte étalée, les rires des puissants en arrière-plan. En quelques heures, la vidéo fit le tour du pays. Le parti réagit aussitôt. Nous condamnons ces images. Il a agi seul, sans notre aval. Les communiqués officiels se succédèrent, froids, mécaniques, sans une once de compassion. Dans les quartiers pauvres, les gens chuchotaient. Même les puissants peuvent tomber. Mais au village, la mère de Samuel ne comprenait pas. Elle serrait son pagne contre elle, incapable de regarder les écrans. Le jour de l'enterrement, il pleuvait. La famille n'avait pas reçu de soutien du parti. Pas même une gerbe de fleurs. Le cercueil, simple, reposait sous un manguier, entouré de voisins silencieux. Sa mère resta debout jusqu'à la fin, sans pleurer. Quand la dernière pelletée de terre tomba, elle s'agenouilla et murmura. « Je t'avais dit de ne pas vouloir trop, mon fils. » Autour d'elle, les femmes chantaient doucement un cantique funèbre. Mais à chaque note, elle sentait sa colère grandir. Son fils n'était pas un monstre, juste un enfant perdu dans un monde sans âme. Le soir, les journalistes campaient devant la maison familiale, tendant leur micro, espérant un mot, une larme, une phrase qu'ils pourraient détourner. Mais la mère ne parla pas. Elle sortit simplement avec le carnet de son fils, celui retrouvé à l'hôpital. Elle le leva devant les caméras et dit calmement. « Voici ce qu'il a laissé. Dis-leur que j'ai voulu trop briller. » Un silence se fit. Les journalistes baissèrent leurs micros. Le lendemain, cette image fit le tour du pays. Certains pleurèrent. D'autres rirent encore. Mais dans le regard de cette femme, il y avait la douleur du vrai pardon. Les semaines suivantes, les vidéos continuèrent de circuler, mais peu à peu, d'autres scandales prirent la place. Le monde oublia. La tombe de Samuel se couvrit de poussière, le parti poursuivit ses campagnes, le président fit de nouveaux discours. Mais parfois, dans les villages reculés, on parlait encore de lui. C'était un homme brillant, trop pressé de briller, disaient les anciens. Et chaque matin, sa mère se rendait seule au cimetière, un seau d'eau à la main. Elle nettoyait la tombe, puis murmurait. « Que ton âme repose enfin, mon fils. Dieu saura dire la vérité que les hommes ont enterrée. » Au début, tout semblait continuer comme avant. Le parti multipliait les conférences, les campagnes, les promesses. Mais dans les coulisses, quelque chose s'était brisé. Les regards n'étaient plus les mêmes. Certains murmuraient le nom de Samuel, d'autres juraient ne jamais l'avoir connu. Puis les premières fuites apparurent, des témoins, d'anciens gardes, des proches, qui commencèrent à parler. Ils parlaient de réunions nocturnes, de serments étranges, de disparitions. Les journalistes flairèrent le scandale. Une enquête fut ouverte. Et soudain, le parti du renouveau devint celui de la peur. L'ombre de Samuel planait sur leur visage comme un fantôme qui exigeait des comptes. Un ancien garde du corps fit une déclaration publique. « Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là. » Les chaînes d'information s'enflammèrent. Les gens voulaient des noms, des preuves. Mais avant le lendemain, l'homme fut retrouvé mort dans sa voiture, moteur allumé, bouche fermée à jamais. D'autres suivirent, un chauffeur disparu, un comptable étranglé, un proche conseiller accidenté. Chaque fois qu'un témoin voulait parler, le silence reprenait sa place. Le président, lui, apparaissait à la télévision, souriant, rassurant. Mais ses yeux semblaient plus sombres, ses gestes plus nerveux. La peur avait changé de camp. Les membres du parti ne dormaient plus. Les cauchemars de Samuel les hantaient. Certains disaient l'avoir vu dans leurs rêves, debout dans sa tombe, murmurant.
Ce que vous avez caché sera révélé. Un ministre tomba malade sans raison, un autre perdit la parole en plein discours. Les plus croyants parlaient d'un châtiment divin. Les plus cyniques parlaient de coïncidence. Mais tous ressentaient le même frisson dès qu'ils entendaient son nom. Même le président évitait désormais de prononcer « Samuel ». Il disait seulement « lui ». Car nommer les morts, c'était risquer de les réveiller. Les autorités internationales s'en mêlèrent. Des documents fuités, des preuves, des vidéos, des rapports d'autopsie. Le pays tout entier fut secoué. Les foules descendirent dans les rues, exigeant des explications. Des églises organisèrent des prières de délivrance, des imams prêchèrent sur la malédiction du pouvoir corrompu. Le parti tenta de calmer la tempête, mais la peur grandissait. Un soir, le président disparut mystérieusement. Certains parlèrent d'exil, d'autres de disparition volontaire. Son palais fut retrouvé vide, la chambre embaumée d'encens. Sur le bureau, une simple phrase écrite à la main. Le prix du pouvoir, c'est l'âme. Dans les mois qui suivirent, le parti s'effondra. Les sièges fermèrent, les fonds furent gelés, les anciens alliés prirent la fuite. Mais au-delà du chaos politique, un malaise spirituel s'installa dans le pays. Les gens parlaient de signes étranges, des cris dans les rêves, des ombres dans les rues, des lampes qui s'éteignaient seules. Les prêtres et les anciens disaient que la terre réclamait justice. On ne joue pas avec la mort sans qu'elle réclame son dû, disait-on au marché. Et quelque part, dans le village de Samuel, une femme âgée priait encore. Car elle savait, le vrai jugement venait de commencer. L'aube se levait doucement sur le village. Les coqs chantaient, les femmes balayaient la cour, les enfants partaient pour l'école. Dans une petite maison en banco, une vieille femme s'agenouillait, tenant un chapelet usé entre ses doigts. C'était la mère de Samuel. Depuis des mois, chaque matin, elle priait au même endroit, face au manguier où elle avait enterré son fils. Le monde entier avait oublié son nom, mais pas elle. Elle murmurait. « Seigneur, ne regarde pas ce qu'il a fait, regarde seulement ce qu'il a voulu. » Et ses larmes coulaient, silencieuses comme la rosée. Un matin, un jeune homme arriva au village. Il tenait une caméra et un carnet. « Je fais un reportage sur votre fils, madame. Sur ce qu'il était vraiment. » Elle le regarda longtemps, puis l'invita à s'asseoir. Sa voix tremblait. « Mon fils n'était pas un saint. Il a voulu trop haut, trop vite. Il a cru qu'on pouvait voler la lumière sans se brûler les ailes. » Le journaliste écoutait, bouleversé. Elle poursuivit. « Mais il avait bon cœur. Ce n'est pas lui que le monde doit juger, c'est ce qu'il a perdu, la faim du pouvoir et la peur d'être pauvre. » Elle montra au jeune homme la chambre restée intacte, le vieux dictionnaire, les cahiers jaunis, la paire de sandales en cuir offerte par son père. Tout semblait figé dans le temps. Sur le mur, une photo de Samuel jeune, souriant. « Regardez ses yeux, dit-elle. On y voyait déjà la fatigue du monde. » Le journaliste filma en silence. Au moment de partir, il lui demanda. « Et si vous pouviez lui dire une dernière phrase ?» Elle répondit sans hésiter. « Je lui dirai, mon fils, Dieu t'a déjà pardonné. C'est toi qui dois maintenant apprendre à te pardonner. » Ce jour-là, la mère de Samuel retourna au cimetière. Elle nettoya la tombe, déposa des fleurs sauvages, puis s'assit sous le manguier. Le vent soufflait doucement, soulevant la poussière rouge. Elle ferma les yeux et pria longtemps. « Seigneur, que son âme trouve enfin le repos. Et que ce pays comprenne qu'aucun succès ne vaut la paix du cœur. » Un calme étrange envahit le lieu. Les feuilles frémirent, comme si une présence invisible l'écoutait. Pour la première fois, elle sentit que son fils n'était plus perdu seulement ailleurs, dans un silence où la honte se transforme en pardon. Le soir, le journaliste quitta le village. Dans sa voiture, il repensait aux mots de la vieille femme. Il regarda le ciel, une étoile brillait plus fort que les autres. Au même moment, dans la maison, la mère de Samuel souffla la bougie, sourit faiblement et murmura. « Va en paix, mon fils. » Le silence est revenu. Au loin, la nuit enveloppait le village. Le vent porta une dernière prière, légère comme un souffle.
Que l'Afrique se souvienne de ceux qui ont tout perdu pour comprendre que la vraie grandeur, c'est de rester pur, même dans la pauvreté. Le silence a fini par reprendre sa place. Les cris, les rumeurs, les scandales se sont éteints, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais dans la mémoire du pays, le nom de Samuel reste gravé comme celui d'un avertissement. L'histoire d'un homme ordinaire que la faim du pouvoir a transformé en offrande, et que la gloire a dévoré jusqu'à la dernière parcelle d'humanité. Samuel n'était pas un monstre. Il était un fils du peuple, un rêveur, un homme brisé par l'injustice. Toute sa vie, il a cru que le courage suffisait pour triompher, sans comprendre que le courage, sans foi, n'est qu'une arme contre soi-même. Il a cherché la lumière dans les couloirs du pouvoir, là où ne brille que le feu des ténèbres. Et ce feu, en le consumant, a éclairé pour un instant la folie du monde. Dans sa chute, il a laissé une trace, celle de tous les jeunes que la pauvreté pousse à croire que la fin justifie les moyens. Mais aucune richesse ne rachète une âme perdue, aucun succès n'efface la honte d'un pacte silencieux. Le pouvoir sans lumière attire toujours les ténèbres, et l'ambition sans foi conduit à la destruction. Car on ne construit jamais un avenir solide sur un mensonge, il finit toujours par s'effondrer, comme un château de sable sous la pluie. Aujourd'hui encore, sa mère prie pour lui, pour que Dieu transforme sa faute en leçon. Et peut-être qu'au-delà du monde, Samuel a enfin trouvé la paix qu'il n'a jamais connue parmi les hommes. La gloire éphémère ne vaut jamais la paix de l'âme. Et parfois, il faut qu'un homme tombe très bas pour que tout un peuple comprenne que briller sans lumière, c'est simplement brûler.